Salut. En tant que bon survivaliste, notre obsession c'est la préparation, on est bien d'accord. On est le samedi 11 juillet 2026, il est 7h30 du matin et on va parler de 3 choses importantes, enfin qui me semblent importantes pour moi, à regarder de près. Le premier c'est l'eau, le deuxième ça va être l'électricité et le troisième c'est les secours. Ce sont les secours, pardon. L'eau, le premier c'est quoi? Vous avez tous vu les cartes, hein. Il semblerait que fasse pas très froid ce matin, j'ai pas déglacé la voiture. Et tout ça va engendrer et engendre déjà de gros problèmes. Quand on pense aux coupures d'électricité en été, d'eau en été, pardon, on imagine que les nappes phréatiques sont basses ou très basses. C'est en partie vrai. Donc selon le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, au début du mois de juillet 2026, la vidange, donc les nappes phréatiques, s'opère sur 93% des points d'observation en France. Plus de la moitié des nappes sont déjà sous la normale de saison. Mais le vrai problème immédiat, il est mécanique. Météo France a publié un indice d'humidité des sols en ce début juillet, le dessèchement des couches de surface, dans ce qu'on appelle le RU. Le dessèchement des couches de surface atteint des niveaux extrêmes. Ce manque d'eau provoque un phénomène bien connu des géologues, c'est le retrait-gonflement. Alors le RU, attendez, je recherche, j'ai mon PC devant moi, donc je fais une petite recherche en même temps que je vous parle. Donc le RU des sols. Le RU, voilà, c'est la réserve utile, je l'ai oublié. La réserve utile d'eau, c'est-à-dire qu'à quel moment il y a de l'eau suffisamment profondément dans le sol pour que la plante qui est au-dessus puisse capter, tout simplement. Alors il y a des endroits, le RU est à 60 mm, 6 cm, c'est quand même très profond. D'autres endroits, on est arrivé à 155 mm, ça veut dire 15 cm et demi, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut que les plantes soient suffisamment de réseau racinaire pour aller chercher très loin. Au-delà du phénomène de chaleur extrême, ou de forte chaleur en tout cas, le dessèchement du sol est aussi quelque chose de très important. Ça va conditionner beaucoup de choses dans un autre avenir, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard. Il est pénible un peu le soleil ce matin. Voilà, il y a ça, donc ça c'est la première des choses. Mais si on va plus loin de tout ça, c'est ce que je viens de dire, le retrait-gonflement. Le retrait-gonflement, c'est des argiles, pardon. C'est le sol qui se rétracte et qui se contracte sous l'effet de la sécheresse et de la chaleur. Pas facile à dire cette histoire, surtout à 7h30. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a un réseau d'eau qui est tellement en bon état qu'on perd déjà 20% d'eau potable par toutes les fuites, toutes les canalisations pétées, tout ça. Donc vous imaginez bien que si votre sol il n'arrête pas de bouger, il n'arrête pas de se contracter à cause de la chaleur des sols, le reste des canalisations, pour certaines, il y en a beaucoup qui vont exploser, qui vont continuer de péter ou qui vont se dégrader vraiment fortement. Alors j'aime à dire que je suis jeune depuis un peu plus longtemps que certains. Moi dans ma jeunesse, je voyais très souvent les voitures de la SOR chez moi, puisque j'habite en Vendée, la SOR et puis après l'EDF et GDF, venir faire des entretiens, des réparations, tout ce qu'ils avaient à faire dans leur job, quoi. Aujourd'hui, je vous défie de me dire quel jour vous avez vu un véhicule de la SOR ou de Veolia en bas de chez vous venir entretenir une canalisation. Dites-le moi. Non, ça vous vient pas? Bah moi non plus. Très objectivement, ça fait des décennies qu'on ne voit plus ce genre de voiture, ou très rarement, très sporadiquement, dans nos rues. Ça pose un problème. Parce que t'imagines bien que de la flotte, alors si les nappes sont basses, on va capter moins, il y aura moins de pression, c'est une évidence. Et qui dit moins de pression à ton robinet, dit moins de pression dans les canalisations, c'est évident. Mais quand tu as moins de pression, l'eau elle dort en fait dans les canalisations.
sa vitesse d'écoulement est plus faible. Et de l'eau qui dort à 30 degrés, on sait tout ce que ça veut dire. Ça veut dire bactéries, ça veut dire toutes les saloperies possibles et imaginables qu'il y a dans certains tuyaux. Il y a encore des tuyaux de plomb, je vois sur Paris, il y a encore des tuyaux de plomb. Ça peut devenir très très vite compliqué. Si un matin tu te lèves en te tordant le ventre, pose-toi pas la question, t'as pas attrapé la gastro. T'as attrapé un truc qui vient de ta flotte. Mais ça sera trop tard. Parce que nos systèmes d'alerte aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas à l'instant T. Nos systèmes d'alerte dans les centrales d'épuration, puisque c'est là-bas qu'est capté les eaux, qui sont captées les eaux, pardon, et puis contrôlées et testées, nos centrales d'épuration, elles vont mettre un certain temps à déceler un problème dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement il te faut surveiller ta flotte chez toi. Alors, tu peux faire la méthode des eaux de Paris avec tes trucs dans un aquarium. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Il y en a bien comme moi qui élèvent des petits poissons pour aller pêcher le brochet. Pourquoi pas des truites? C'est peut-être un peu plus compliqué, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais au-delà de ça, ça veut dire que chez toi, il va falloir surveiller ça. Et donc, il te faut à minimum stocker quelques litres d'eau, on va dire, quelques gros litres d'eau, des pastilles de micropure, un appareil de filtration. Si tu veux réduire encore tout ça, il te faut uniquement un appareil de filtration en amont sur ton système, avant d'arriver à ton robinet. Ton système extérieur, tu peux mettre des filtres à charbon, des filtres à UV, toute une batterie de filtres sur ton réseau, avant d'arriver dans ton ballon et dans ton circuit d'eau. Ça, c'est des choses à prévoir, à prévoir évidemment, mais c'est des choses à réfléchir si tu n'y as pas encore réfléchi. Il faut le faire. Parce que cette année, c'est peut-être un coup de semonce. Il est inévitable de dire que nos périodes sèches et dangereuses comme ça vont perdurer. Je pense que c'est une réflexion à avoir. Moi, je sais que même si je suis dans un appartement, j'ai surtout mes robinets des filtres. Un filtre sur le robinet. Alors je sais qu'il n'est pas spécifiquement efficace pour toutes les bactéries et tout ça, mais j'ai au moins ça en garde. J'ai un Berkey et puis qui me permet de finir de filtrer l'eau si ça va vraiment trop loin. Mais prévoyez, soyez prudent avec ça. En plus, si vous avez des enfants, ça serait c'est quand même assez dangereux cette histoire-là. Parce qu'aujourd'hui, l'eau, autrefois on allait la chercher dans un puits, donc on savait ce qu'on prenait. Mais là aujourd'hui, on tourne le robinet, on ne sait pas ce qu'on a. Objectivement, on ne sait pas ce qu'on a. Et vous le saurez quand vous serez malade. C'est une petite réflexion. Je pose ça là sur la table et vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, l'électricité. Alors, l'électricité, là, il faut que j'aille regarder mes petites notes. Alors, ça arrive. Ça arrive, voilà. Vous allez voir que c'est un peu lié. C'est même beaucoup lié. On entend souvent le même refrain. Alors, le même refrain, c'est quoi? Là, aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi, je sature. Je pense que ça va. Je pense qu'il y a des problèmes avec ça. Je suis harcelé en permanence tous les jours, j'imagine comme vous, par des types, des IA maintenant, parce que maintenant c'est la mode, qui vous appellent H24 pour vous vendre des saloperies de panneaux photovoltaïques. Alors je dis saloperies parce que c'est pas une saloperie en fait, c'est juste eux qui sont des saloperies pour moi, parce que j'en ai ras-le-bol de ces gens, j'en ai ras-le-bol de ces trucs, c'est vraiment pénible au possible. Un panneau photovoltaïque, alors ils veulent vous le vendre parce que aujourd'hui il y a du soleil, vous vous rendez pas compte tout l'argent que vous avez gagné avec votre panneau, machin, bon bref. C'est totalement idiot. Un panneau photovoltaïque, il a sa capacité de production, point.
T'en mets 2, il a 2 fois la capacité de production. Voilà. T'en mets 3, X. Voilà. Ça ira pas plus loin que ça. Ensuite, t'as pas de batterie, bah, t'as pas de batterie. Tu consommes ce que tu produis. Enfin, ce que les panneaux produisent. Tu veux stocker chez toi, tu mets des batteries. Enfin, c'est un système qui fonctionne comme ça, c'est pas une centrale nucléaire. C'est pas hop, je tire la manette et c'est bon, à l'autre bout il y a du jus. Dans l'imaginaire, c'est un peu le principe, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il faut l'installation et il te faut tes batteries. Si t'as pas de batterie, bah c'est chouette tes panneaux, c'est bien, ça fait riche, mais t'as pas de production. Aujourd'hui, si tu as les capacités, tu as une maison, tu as la capacité d'avoir les panneaux photovoltaïques, mais installe tes panneaux. Fais ta petite sauce avec tes panneaux et puis tu seras un peu tranquille. Mais aujourd'hui, moi, j'habite dans un appartement. Alors, il y en a un qui disait dans ce début de ces vidéos, bienvenue dans mon garage. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. J'aime beaucoup d'ailleurs. Franchement, j'aime beaucoup ce garçon. Donc moi, je vous dis bienvenue dans ma chambre atelier. Donc j'habite dans un appartement. Vous le voyez, aller grimper sur le toit de l'immeuble pour aller mettre les panneaux photovoltaïques, non. Et très objectivement, les gens qui gèrent l'immeuble ne vont pas le faire parce que je leur ai déjà posé la question et ils en ont strictement rien à battre. C'est pas leur problème. Donc si tu as tes panneaux, fais-le, mets-le. Si tu as l'objectif de le faire, fais-le, mets-le. Mais ça va pas être la généralité pour tout le monde. La généralité, c'est nos centrales nucléaires. Nos centrales nucléaires, elles ont besoin de refroidissement pour fonctionner. Or, en période de forte chaleur, et a fortiori quand les chaleurs durent, il y a ce que je viens de dire avant, les nappes phréatiques qui baissent. Si les nappes phréatiques baissent, le niveau d'eau dans les rivières baisse, la vitesse des rivières baisse. Et un petit constat simple. Un exemple concret. Hein. Le débit de la Loire à la station de Montjean, les derniers relevés de la Dréal, c'est ça oui, la Dréal affiche un débit de 450 m3 par seconde, soit 2 fois moins, regardez qu'au début juillet, 2 fois moins que sa moyenne normale. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est crucial pour nos petites centrales nucléaires? Les centrales nucléaires, elles ont besoin de refroidissement. Donc ils pompent l'eau dans la rivière, et refroidissent, ils retournent la flotte dans la rivière. Or, lorsque les débits sont pas assez élevés, ou que la température de l'eau de la rivière est trop forte, voilà, si l'eau est trop basse ou trop chaude, la loi impose de réduire la production ou de couper les tranches pour éviter un désastre écologique. Un désastre écologique, je viens de vous le dire, je suis pêcheur, moi ça me ferait mal de voir mes petits brochets dans la Loire avec le ventre en l'air parce qu'on a rejeté de l'eau qui est encore plus chaude que celle qui est dans la rivière et qui crève. Donc à partir du moment où le débit n'est pas suffisant ou la température est trop élevée, la loi impose que les centrales réduisent leur production, réduisent leur besoin en eau froide. Pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils réduisent la production, ben, ils vont faire des coupures, ils vont se calmer. Alors, renseignez-vous, faites le tour de votre coin, regardez la centrale qui est la plus proche, allez regarder ce qui se passe par chez eux, où en sont les productions, comment ils font, est-ce qu'ils ont commencé à réduire, est-ce qu'ils n'ont pas commencé à réduire, est-ce qu'ils prévoient de réduire. Moi je sais que la centrale qui nous dessert à nous, ben, ils ont commencé à réduire. Ils ont commencé sérieusement à réduire. Pas à couper encore, mais ils ont commencé à réduire. Ça veut dire intrinsèquement quoi? Ça veut dire que là on a eu fin juin, début juillet. Alors, très honnêtement, on a l'impression que ça fait une éternité, mais ça fait que, allez, un gros mois qui fait chaud, avec quelques périodes de chaleur un peu élevées,
Et ils ont déjà commencé à réduire. Ça veut dire que si ça dure comme l'année dernière, jusqu'au mois d'octobre, comment ça se passe? Parce qu'au-delà de notre besoin à nous, il faut penser un peu plus loin, il faut penser les hôpitaux. D'accord, ils ont leur groupe électrogène. Mais on sait tous ce que ça veut dire un groupe électrogène. Ça veut dire du pétrole. Ça veut dire du pétrole. Et qui dit pétrole dit pognon. Donc ça veut dire augmentation des charges et tout le bazar. Bon. Mais nos hôpitaux, et puis objectivement un hôpital il tient sur son groupe électrogène combien de temps? Et combien de salles d'opération sont opérationnelles avec un groupe électrogène? Ça c'est une autre question. Mais bon, les hôpitaux, les écoles ils n'ont pas de groupe électrogène. Déjà qu'ils leur mettent pas la clim. Alors si en plus il n'y a pas d'électricité, ils iront pas bien loin. Et les services, tous les services annexes de police, gendarmerie, armée, si on pousse vraiment le bouchon très très loin, c'est ce qui peut arriver. Voilà. Les problèmes ils commencent à arriver à ce dernier niveau. Quand ils arrivent à ce dernier niveau, là on peut dire qu'on commence à être mal. Donc c'est des choses à regarder de près. Des choses vraiment à regarder de près. Parce que les conséquences, encore une fois, notre préparation c'est quoi? C'est d'estimer la valeur d'un danger et d'estimer les conséquences. Mais les conséquences de baisse de production d'électricité, si ça s'arrête qu'à des baisses de production, objectivement ça ira pas très loin. Mais si des centrales déjà qui nous en ont fermé quelques-unes qui nous coûtent très cher, alors si en plus les autres commencent à fermer les unes derrière les autres parce que ils peuvent plus refroidir les réacteurs, ça va devenir très compliqué. Très compliqué. Alors, à notre niveau, on fait quoi? On fait que on achète ce qu'on a besoin pour produire notre électricité de base. Des petits jeux carrés, des choses comme ça. Panneaux solaires avec un chargeur comme ça, un jeu carré ou d'autres marques. Mais ça va être à notre niveau. Par contre, au niveau préparation, et au niveau anticipation de problèmes, il faut aller regarder ces choses-là. Il faut aller regarder nos centrales, comment elles fonctionnent. Pourquoi elles fonctionnent et qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils sont en ralentissement? Est-ce qu'ils ont prévu de ralentir? Est-ce qu'ils ont potentiellement déjà dans les tuyaux en se disant bah là ça va devenir compliqué, on va être obligé de faire des cuts pour 3 heures pour telle région ou 5 heures pour une autre région. Voilà, c'est des choses anticipées, c'est des choses à regarder de très près. Le troisième point, il arrive. Le troisième point, et pour moi, celui-ci, il est extrêmement important. Les secours. Alors sur les secours, ça c'est quelque chose qui risque de devenir un peu pénible. Un peu comme ce soleil ce matin, il me fait de la lumière là, il m'éteint devant, ça m'énerve. Les secours. Et je vais vous dire un truc. La situation de juillet 2026 est quand même assez tendue. Plus de 5000 hectares ont brûlé dans les Pyrénées-Orientales, avec 26 communes évacuées. 26 communes évacuées, vous en avez entendu parler? Peut-être, j'en sais rien. Moi j'ai pas la télé, je regarde pas la télé, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Une petite question au passage. Sur les 26 communes évacuées, combien avaient anticipé leur préparation? 0, 2 personnes, 10, 12? À mon avis, pas grand-chose. Combien de ces gens avaient préparé une évacuation, un sac d'évacuation, tout simplement? Peu. Pour pas dire 0. C'est grave, hein? C'est grave. C'est-à-dire qu'on beaucoup de gens sont encore dans l'idée que l'État va nous sauver. C'est mort. L'État ne sauvera jamais. L'État va sauver sa gueule avant, mais toi non. À quel moment ils vont te sauver? Ils vont te sauver au moment où ça va être trop tard. Et ils vont te sauver au moment où
eux, ça leur chauffait le fion. C'est tout. Le reste, ils s'en carrent complètement. Je reprends. Donc 26 communes évacuées. On compte 2500 hectares détruits dans la Drôme et 400 dans l'Hérault. Et même, ça c'est un truc de fou, et même 400 hectares partis en fumée dans le Loir-et-Cher. Un incendie majeur en plein centre du pays. C'est assez exceptionnel quand même. Moi j'ai vécu la sécheresse de 76. D'ailleurs j'y ai déclaré, j'étais tout minot, mais j'ai déclaré un incendie. Un matin je sors de chez ma grand-mère et ça sentait le bois brûlé quoi. En fait il y avait un incendie qui s'est déclaré derrière un lac. Et avec la sécheresse encore une fois, le feu était tellement puissant et tellement alimenté par la chaleur qu'il a carrément traversé le lac. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. Moi je l'ai vu, il a carrément traversé le lac. Et après, il a poursuivi sa route, tout dévasté en quelques heures, quoi. Et c'est là où j'en viens avec nos petits secours. Les pompiers, à l'époque, ils étaient où? Bah, ils étaient dans le sud. C'est-à-dire que pendant que nos pompiers vendéens, puisque j'habitais en Vendée à l'époque, étaient dans le sud, nous on cramait. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, en Savoie, il y a un jeune pompier de 22 ans qui est mort dans un incendie. Ça, c'est dramatique à chaque fois, mais ouais, c'est dramatique à chaque fois. Ça me tord les tripes à chaque fois, en fait. Mais pour faire face à ces bras inédits, les départements du Nord et de l'Est doivent envoyer leurs propres moyens, les camions et les hommes, dans le Sud pour aller combattre des incendies. Ça veut dire, même question que tout à l'heure, ce que je disais en Vendée, même question quand dans le Nord ça va cramer. Ils sont où les pompiers? Ben, ils sont dans le Sud. Alors je pose une autre question, ils sont où les Canadiens? Pour ceux qui ont la ref. Mais au-delà de ça, c'est un autre problème pour les secours. Parce que pendant qu'ils sont en train de se battre sur le front des incendies, si tu as un problème, si ton gamin il a un problème, s'il est déshydraté par exemple, s'il tombe dans les pommes parce qu'il est complètement déshydraté, une déshydratation sévère qui va au-delà du fait de juste boire de l'eau. Moi je sais, j'en ai fait quand j'étais petit, donc je sais de quoi je parle. J'avais la peau qui tenait toute seule. On pinçait la peau, ça tenait tout seul. C'est des déshydratations sévères. Tu fais quoi? Petite question, tu fais quoi? Tu appelles le 17, le 15. Habituellement, ils viennent en 6, 8, 9 minutes, 10, parce que c'est leur target. Mais là, ils vont mettre combien de temps? 20 minutes, une demi-heure, une heure? Peut-être. C'est possible si tu es éloigné. Ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire formation. Et ça par contre j'arrêterai pas de vous le dire. Formation, formation, formation. Formation premier secours, vous en aurez partout. Hein. Autrefois on les faisait à l'armée, je l'ai fait à l'armée, j'en ai fait d'autres aussi à l'armée, mais maintenant vous en avez partout. Contactez vos pompiers, il y a des centres de formation pour eux, chez eux. La sécurité civile, parfois les gendarmes. Moi j'ai fait des formations avec les gendarmes de l'environnement pour d'autres choses que du médical. Mais des formations, vous en avez partout. Formez-vous. Formez vos enfants. Envoyez-les en formation. Ils vont y aller 2 jours ou 3 peut-être si c'est bien fait. En plus ils aiment ça. Ils trouvent ça ludique, ils aiment ça. Mais quelque part ils sont formés. C'est peut-être le début de leur préparation. C'est peut-être leur porte d'entrée dans la préparation. Parce que, quoi que vous en dites, ou quoi qu'en disent nos détracteurs, la préparation aujourd'hui, c'est la seule chose qui vous sauvera. Je l'ai dit, l'État vous sauvera pas. Jamais. C'est pas son problème. C'est un peu compliqué, hein, cette histoire.
Voilà. Petite conclusion, le bilan de tout ça, les infrastructures d'un pays moderne ne s'effondrent pas d'un coup. Hein, ça je l'ai déjà dit, mais ça se dégrade. Au fur et à mesure du temps, ça se dégrade. Et moi, très honnêtement, comme je viens de le dire, je suis jeune depuis plus longtemps que les autres. La dégradation est flagrante, mais vraiment flagrante. C'est aussi flagrant que si je te disais, ben, du côté nord de ma maison il pleut pas, mais du côté sud il y a un gros orage. C'est exactement ce système, cette chose-là. C'est un truc de fou. Au même titre que les véhicules de réparation, il n'y en a plus. Ou peu. Ça veut dire que la seule chose que tu peux, la seule personne sur qui tu peux compter, bah, c'est toi. C'est toi. Voilà. Voilà, cette vidéo s'achève. Je te remercie de m'avoir écouté, même si peut-être c'était un peu barbant, j'en sais peut-être. Si tu as aimé le contenu, mets un petit pouce, c'est toujours sympa. Je sais qu'on m'a dit qu'il fallait le dire, donc je le dis. Je ne suis pas vidéaste, c'est pas mon métier. YouTube n'est pas mon métier et ne sera jamais mon métier, je pense. Ce qui m'intéresse, c'est de pas de donner mon point de vue, parce que tout le monde s'en fout, c'est de peut-être dire ce que peut-être on oublie des fois, tout simplement. Je te souhaite une bonne journée, prépare-toi bien, fais attention à tes enfants, c'est le plus important. Et à bientôt. Ciao.